Aujourd'hui, nous recevons Ibou Koli. Ibou Koli, c'est notre consultant sur les questions internationales. Avec lui, nous allons débattre de la question des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est ce mouvement social qui éclabousse la France depuis quelques semaines et qui a engendré beaucoup de casses et de dégâts dans la ville de Paris, notamment. Ibou Koli, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation à CNews. Bonjour Fred, bonjour les internautes de CNews. Alors, Ibou Koli, le mouvement des Gilets jaunes, c'est parti d'une hausse du prix du carburant automobile, mais très vite, on a vu que d'autres revendications sont venues se greffer à la revendication de départ. Qu'est-ce que traduit ce mouvement des Gilets jaunes et quelle est son origine? Et peut-être pour commencer, c'est quoi d'abord la symbolique du Gilet jaune? Bonjour Fred, en fait, la symbolique du Gilet jaune, le Gilet jaune est un gilet en fait qu'on met dans sa voiture. C'est un gilet en fait de sécurité parce qu'en fait il est obligatoire pour que souvent quand un conducteur a des réparations ou quelque chose à prendre derrière sa voiture la nuit, pour qu'il puisse être visible de loin, voilà. C'est donc ce gilet qui est obligatoire, qui est devenu le symbole de ce mouvement. Un mouvement qui est né justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de cette grogne sociale, née de la hausse, encore une fois, du prix du carburant suite à des taxes de l'État. Comment il a émergé, son origine? Il a émergé en fait sur un ras-le-bol ressenti par les Français, et ce mouvement a été lancé par des Français sur Internet et qui a eu l'adhésion de beaucoup de conducteurs. Et finalement, au-delà des conducteurs, de toute la classe, je veux dire, les Français les moins favorisés, les classes moyennes, les retraités, tous ces gens qui ont, tous ces Français qui peinent à joindre les deux bouts. Et toutes ces personnes-là sont rassemblées derrière ce mouvement-là pour, encore une fois, dire le ras-le-bol fiscal. C'est bien en ce moment parce que l'élection du président Macron a été pour eux un espoir, parce qu'on quittait pour une fois les classiques de la politique française, c'est-à-dire la droite et la gauche, pour quelqu'un qui n'avait pas d'appareil et qui est censé comprendre plus, et encore très jeune, cette souffrance, cette jeunesse, essayer d'apporter des solutions. Mais il y a deux décisions qui ont vraiment choqué les Français. C'est la suppression de ce qu'on appelle l'ISF, l'impôt sur la fortune, qui est en fait une contribution d'une taxe que l'État prélève sur les plus fortunés de France pour essayer de un peu équilibrer la souffrance des populations, apporter une contribution au pacte social français. Et la deuxième décision, c'est parallèlement à cette décision, M. Macron a fait une hausse substantielle quand même, sur ce qu'on appelle la CSG. La CSG, c'est la contribution sociale généralisée, qui est une taxe qui vise surtout les bas revenus et qui vise également les retraités, même les chômeurs quand ils touchent leur petite pension de 700 à 800 euros sont taxés, en fait pour essayer de voir comment renflouer les caisses de l'État. Et ces deux décisions ont été perçues comme une très grande injustice sociale que les Français à l'époque, avec les syndicats, avaient contesté par des manifestations dans les rues, mais finalement ces mesures sont passées. Il a fallu justement cette dernière mesure qui a fait vraiment déborder la dernière goutte et qui a fait qu'aujourd'hui tous les Français se sont mis dans les rues et ont dit non et que ça ne passera pas. Et que finalement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce mouvement a greffé d'autres revendications qui symbolisent le malaise social, le malaise fiscal que vivent ces populations françaises à travers ces taxes qui ne cessent d'augmenter, qui ne cessent de se multiplier. Ibou Koli, je pense que finalement, ce mouvement, on peut lui trouver des explications d'ordre politique, économique et même institutionnel. Oui, d'abord, pour comprendre un peu comment vit la France au niveau économique, c'est un peu paradoxal. On se rend compte que la France a presque vendu ou bradé tout ce qui peut rapporter de l'argent à l'État. La France a vendu ses autoroutes, a vendu ses ports,
a vendu ses aéroports, a vendu son système de communication, a vendu certains transports en commun, certains services de transport. Donc en fait, pour résumer... Expliquez un peu, vendu comment? Vendu, c'est privatisé. Privatisé, c'est des gens qui ont de l'argent ou des groupes de personnes qui ont des grandes sociétés qui se sont accaparées de ces ressources-là, donc qui rapportent énormément de l'argent à l'État. Ils ne sont plus à l'État, mais l'État, en fait, ne se contente que des taxes. Je prends un exemple qui est un peu extraordinaire, c'est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel fait 7 millions de visiteurs par an. Et on se rend compte que la gestion de la Tour Eiffel a été démantelée en des sociétés qui gèrent et que l'État, en réalité, ne s'occupe, l'État à travers la mairie de Paris. Parce que la Tour Eiffel, en fait, 60% est géré par la mairie de Paris et 40% par le département de Paris. Donc, c'est l'État aussi, c'est le démembrement de l'État qui aurait pu rapporter beaucoup d'argent à l'État. Et par exemple, un exemple concret, elle a un buffet et 2 restaurants. Ces 2 restaurants sont gérés par 2 sociétés, la société du grand chef Alain Ducasse et la Sodecto. Donc on se rend compte que là aussi, l'État aurait pu gagner énormément d'argent. Je ne sais pas si vous allez à l'aéroport de Dakar, il y a une société de distribution qui s'appelle Relais. Relais, c'est lui qui gère tout ce qui est monument, tout ce qui est, tous ces petits monuments, tous ces effigies qu'on vend sur Paris. C'est Relais qui gère. Donc l'État, là où il doit directement gagner beaucoup d'argent, le cède à des sociétés et vient récupérer des taxes. Et pourquoi ce choix? C'est un choix qu'on appelle capitaliste en fait. C'est ça le capitalisme en fait. Le capitalisme, c'est que l'État n'a pas pour vocation de gérer des sociétés, mais c'est au privé, aux individus de gérer. Et au nom de ce dogme, l'État français, et beaucoup d'États comme en Europe ou ailleurs, s'est débarrassé de beaucoup de ses biens qui sont été cédés à des sociétés. Donc le seul moyen aujourd'hui pour l'État de gagner de l'argent, c'est en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la cessation des cessions de capital, comme c'est qu'à Air France, où on a cédé des capital à d'autres comme KLM par exemple, la néerlandaise KLM. Et donc, l'autre source de revenus, c'est les TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, et également, comment dirais-je, les dettes. L'État s'endette pour enflouer les caisses de l'État. Donc, cette situation aujourd'hui est une situation intenable pour l'État, parce que la France se retrouve aujourd'hui étranglée par la dette, avec une dette de 2999 milliards d'euros, parce que 2300 milliards d'euros de dette, ce qui représente en fait 99% du PIB. Donc c'est énorme, ça étrangle aujourd'hui l'État français, qui est obligé. L'autre pression qui est sur l'État, c'est ce qu'on appelle le traité européen, qui exige que l'État ne doit pas endetter, la dette française ne doit pas dépasser les 3% de son PIB. Donc ça, c'est l'explication sur le plan économique et sur le plan politique. Que traduit cette grogne sociale? Voilà, il faut dire que la conséquence de, justement, la conséquence de ce choix économique, c'est qu'on est obligé d'aller vers des taxes. Donc, on a en France plusieurs taxes. Comme j'ai dit, l'impôt sur le revenu, il y a la taxe d'habitation, il y a aujourd'hui, on a mis partout dans la ville des taxes, il y a l'impôt local, les impôts locaux, il y a aussi, pour se stationner, il faut taxer, ils ont mis comment on appelle ça, des instruments de flash pour les voitures qui dépassent une certaine vitesse. Mais on s'est rendu compte également aussi, c'est un moyen qui est abusé en fait pour essayer ce qu'on appelle les radars sur les routes, pour essayer de renflouer. Chaque occasion est pour l'État une source de revenus pour essayer de renflouer les caisses de l'État. À un moment donné, les populations n'en peuvent plus. Pourquoi? Parce que quand le contribuable a fini de payer ses impôts, s'il y a une augmentation sur le pain, la baguette de pain, mais le boulanger, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute la baguette. Et le contribuable qui vient payer. S'il y a une taxe sur la viande,
qu'est-ce que le vendeur de viande fait? Il rajoute la taxe. Et le même travailleur qui vient payer sur tous les produits. Du coup, on se rend compte que le travail de plus en plus est étranglé et n'arrive plus à payer. Et donc aujourd'hui, ça a créé cette révolte-là qui a fait que les Français, aujourd'hui, ne peuvent plus supporter ces taxes-là. Et aujourd'hui, il faut trouver autre chose que ces taxes. Oui, on a quand même le sentiment que finalement, puisque d'autres revendications se sont greffées à celles de la hausse du carburant automobile, on a le sentiment que c'est un rejet de Macron, qui n'était pas élu avec un bon score en tant que tel. Par marge, c'était 24%, je pense. Oui, il y a, à travers cela aussi, il y a une question démocratique, institutionnelle qui se pose. Comme vous l'avez dit, l'élection présidentielle est une élection en France souvent à 2 tours. Au premier tour, on s'est rendu compte que Macron, le socle électoral de Macron est autour de 24%, c'est exactement 24,01%. La deuxième position, c'est Marine Le Pen qui vient avec 21%, Fillon troisième avec 20% et 19% pour M. Mélenchon, 6% pour le Parti socialiste. Alors, la lecture de ces résultats est que, en réalité, le deuxième tour n'est pas un choix d'adhésion, mais un choix de préférence. On vous dit, au deuxième tour, il y a Marine Le Pen qui est là et M. Emmanuel Macron. Qui préférait? Les Français, dans un mouvement très massif, à rejeter les idées du Front National pour aller soutenir M. Macron. Ce qui n'était pas un choix d'adhésion, mais une sorte d'arbitrage qui a été fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on commence maintenant à faire la vie politique française reprend son cours normal, les partisans de M. Fillon retournent aux Républicains, les partisans de M. Mélenchon, la France insoumise, et tous ces partisans-là sont en fait ce qu'on appelle l'opposition aujourd'hui. Donc on se rend compte qu'il y a une question démocratique qui se pose, puisque le président de la République a un socle électoral de 24% et 76% se regroupent dans l'opposition. Donc on gouverne avec 24% contre 76%. C'est qu'à mon avis assez peu démocratique quand même, parce que la démocratie c'est quand même la dictature de la majorité et non l'inverse. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui c'est une vraie question démocratique se pose. C'est pourquoi très rapidement, quand le président de la République prend des mesures, le socle électoral qui est censé le soutenir pour faire ses réformes s'effrite très rapidement, puisque ses opposants qui n'étaient pas d'accord avec son projet se retrouvent majoritairement dehors. Et donc, aujourd'hui, c'est une question extrêmement sérieuse de la démocratie française qui est posée. Est-ce que 24% des Français peuvent gouverner contre 76%? À mon avis, non. Et dans le sondage, ça apparaît et tous les jours. En plus de ça, des 24%, ceux qui n'ont pas été, ceux qui sont été déçus des premiers mois ou des premières années de Macron et qui quittent le navire, fragilisent encore plus la majorité le président de la République, même s'il faut le souligner, les Français, dans une certaine logique, avaient donné la majorité parlementaire la grande majorité parlementaire à M. Macron. Effectivement, ça c'est une logique quand même, parce que quand on nomme quelqu'un président, on lui pardonne les moyens de faire sa politique. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les militants de l'UMP, pardon, des Républicains, ex-UMP, de la France insoumise et du mouvement de Marine Le Pen, l'ex-Front National qui est devenu le Rassemblement National, tous ces Français, aujourd'hui, ont rejoint l'opposition et constituent aujourd'hui un front contre le pouvoir en place, ce qui devient extrêmement difficile pour le pouvoir aujourd'hui. Ibou Koli, vous voulez dire là, donc il y a un problème de légitimité de Macron aujourd'hui? En quelque sorte, il y a une question de légalité. Ça veut dire que Macron est élu par les institutions françaises de la Ve République. Et à ce point de vue, personne ne peut contester la légalité du président de la République. Mais la question de la légitimité se pose. C'est que
par la force des choses, aujourd'hui se retrouve à gouverner contre une population largement, beaucoup plus, presque le triple de ce qu'ils ont élu. Et ça, c'est une vraie question, démocratique. Alors, je peux revenir un peu en arrière. Vous disiez qu'il a détaxé, Macron a détaxé les grandes fortunes. Mais à quelle fin? Puisqu'ils sont fortunés, bon, ils peuvent contribuer valablement à assouvir la souffrance des plus pauvres. Voilà. Là aussi, il y a ce qu'on appelle un pacte social français qui a été cassé. Je rappelle, la devise de la France, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Quand on voit aujourd'hui le classement des Français les plus riches, on se rend compte que les 10 Français les plus riches amassent 190 milliards d'euros de fortune. Un chiffre astronomique. Avec, par exemple, l'entreprise de Bernard Arnault qui a lui tout seul, aujourd'hui, a une fortune de 60 milliards d'euros, ce qui est extraordinaire. Donc on se rend compte que pendant ce temps-là, des Français ont du mal à joindre les deux bouts, avec des salaires, le SMIC aujourd'hui qui est à 1200, un peu plus de 1200 euros, et le salaire moyen autour de 1500, et souvent beaucoup de Français gagnent 1300 euros, et avec ces hausses sur le loyer, sur l'électricité, sur en fait l'énergie, aujourd'hui ça rend extrêmement la vie des Français extrêmement difficile. Donc ce qui a aussi choqué, c'est on a vu le problème Carnot Ghosn, qui gagnait 20 millions d'euros par an. Ça veut dire plus de 15 300 fois les salariés de sa société qui, eux, gagnent à peu près 1300 euros. Donc, tous ces scandales, aujourd'hui, ont cassé la société française. C'est aujourd'hui une vraie crise qui se pose en France, une crise sociale, une crise, comment on appelle ça, surtout d'appartenance à la nation. Parce que les Français ne sentent plus cette fraternité, cette solidarité nationale qui doit se manifester. On a vu que d'autres personnes aujourd'hui profitent, vivent dans une opulence, pendant qu'une partie de la France vit dans la misère, surtout de la peur du lendemain, de savoir qu'est-ce qu'on deviendra et où est-ce qu'on va aller. Et ça, c'est une question vraiment qui angoisse les Français, qui angoisse les retraités, qui angoisse la jeunesse. Voilà. Alors, est-ce que, puisqu'il se pose aujourd'hui une question de légitimité du président Macron, est-ce qu'on peut dire que Macron c'est fini? Macron c'est fini, je dis non, parce que quand même les institutions de la Ve République sont suffisamment solides pour pouvoir le protéger. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que c'est un mouvement qui va beaucoup poser de problèmes. Pourquoi? Hier, des mesures ont été prises. Oui, justement, quand il a fait face aux Français. Aux Français, hier, lors de son discours, une augmentation de 100 euros sur le SMIC. C'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, ce qu'il a annoncé. Un renoncement de cette contribution générale, sociale générale, la CSG, sur les retraités qui gagnent moins de 2 000 euros, et un certain nombre de mesures qui sont à venir. Mais il faut voir que le problème reste intact. Le problème est intact, pourquoi? Parce que je pense que tant que la France n'a que seule solution pour financer son service public, c'est des taxes, ne va pas encore, je pense qu'il doit comment on appelle ça, pas renationaliser, mais en tout cas recapitaliser certaines sociétés pour essayer de gagner de l'argent, pour essayer comment soutenir ces réformes-là, soutenir la solidarité sociale en France. Parce qu'aujourd'hui, c'est là la vraie question. Qu'est-ce qui est posé aujourd'hui? Il y a à peu près 10 milliards d'euros qui ont été annoncés hier. Mais ces 10 milliards d'euros, elles viennent d'où? Puisqu'il a été clair hier, il ne reviendra pas sur le renoncement qu'il a fait sur l'impôt sur la fortune. Donc il ne va pas taxer les riches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 10 milliards qui ont été offerts hier
c'est en fait un cadeau qui a été donné de la main droite et qui a été récupéré de la main gauche, puisque pour chercher de l'argent, il faut encore faire des taxes. Je rappelle à nos internautes que nous recevons Ibou Koli, qui est notre consultant sur les questions internationales. Avec lui, nous débattons de la question des gilets jaunes en France. Ibou Koli, est-ce que les mesures qui ont été annoncées hier par le président Macron suffisent pour éteindre le feu? Je pense que déjà les gilets jaunes ont annoncé depuis hier que on était très loin du compte, qu'il fallait aller beaucoup plus loin sur les réformes pour que les Français d'en bas puissent gagner plus d'argent, puissent vivre mieux, puissent leurs considérations soient mieux prises en compte. Et ensuite, ils réclament également que les plus riches contribuent plus à l'effort de solidarité nationale. Donc je pense que ces mesures sont insuffisantes. La question qu'on n'a pas traitée, et je pense que c'est important, on a vu que dans la même recherche de l'argent, l'État français a augmenté les inscriptions sur les étudiants étrangers qui s'inscrivaient dans les universités. Une hausse vraiment exponentielle. À ce niveau-là aussi, le président Macron ne s'est pas prononcé. Je pense que le mouvement aujourd'hui, on n'est pas au bout du tunnel et que ce qui est aussi un problème pour Macron, c'est que comment il va-t-il financer et comment va-t-il trouver des ressources sans toucher justement aux revenus des plus maigres. C'est là aussi la grande question qui se pose aujourd'hui à Macron. Ibou Koli, je vous remercie. On aura certainement l'occasion de revenir sur l'augmentation des prix d'instruction pour les étudiants africains. Et merci d'avoir été notre invité. Je rappelle à nos internautes que nous recevions ici Ibou Koli, qui est notre consultant sur les questions internationales. Avec lui, nous allons essayer de faire le tour de la question des gilets jaunes, l'origine même du mouvement, ce qui traduit de la société française, les mesures qui ont été annoncées par le président Macron hier. Merci de nous avoir suivis.